Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alex Dagba. Nous allons avoir la chance de discuter ensemble des bridge collés cantilever qui sont une excellente alternative aux implants dans le secteur antérieur. Alors, les édentements unitaires, nous avons tous à y faire face. Ils peuvent être évidemment localisés à différents endroits sur l'arcade et puis finalement, chaque site viendra avec son lot de challenge. L'idée de cette présentation va être de discuter de l'indication des bridge collés et de comment on les met en œuvre pour gérer ces édentements. Donc, on aura un plan qui sera finalement assez simple. On va d'abord discuter de généralité. On évoluera ensuite sur la mise en œuvre clinique avec un petit point particulier sur la préparation. On s'attardera un peu plus sur les matériaux et l'assemblage. Dans les généralités, la première chose qu'on va se demander, finalement, ça va être d'analyser les étiologies qu'on va avoir pour nos édentements unitaires encastrés. La première qui vient généralement à l'esprit, ce sera les agénésies. Alors, ils peuvent avoir des prévalences qui varient un tout petit peu. Par exemple, pour les incisives latérales, on sera entre 1 à 3%. Ce sont des édentements qui sont généralement bilatérales pour les agénésies latérales. Mais d'une manière générale, on peut avoir des agénésies, des centrales ou également des canines. L'autre étiologie qu'on va avoir, qui sera l'étiologie principale finalement, ce sera les traumas. Alors quand je dis trauma, ce sera les traumas et finalement toutes leurs conséquences, c'est-à-dire qu'ils peuvent se manifester sous la forme de résorption, de fractures, d'échecs endodontiques ou même de fêlures. Les traumas vont avoir une prévalence dans la population qui va varier entre 10 et 35% à peu près. Et donc du coup, dans ce type de situation, on va discuter de comment on peut mettre en place nos bridge collés cantilever. Alors juste un petit aparté sur les bridge collés. Rapidement, si on veut faire un petit peu d'historique, ils ont été introduits dans les années 70 par l'école Rochette et Maryland. On s'est ensuite rendu compte dans les années 2000 que leur taux de survie était bien supérieur lorsqu'ils fonctionnaient avec une seule ailette, donc en cantilever. Et aujourd'hui, avec l'avènement des céramiques et le perfectionnement qu'on peut avoir avec le collage, les performances qu'on arrive à obtenir avec l'adhésion aujourd'hui, on parle essentiellement de bridge collé en céramique cantilever. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est assez bien défini dans la littérature que les taux de survie sont bien plus élevés lorsqu'on fonctionne avec une ailette en comparaison avec deux ailettes. C'est lié au fait que les contraintes sont mieux réparties lorsqu'on fonctionne avec une ailette, il y a une meilleure résilience de la prothèse, qui fait qu'on a une diminution des risques de fracture ou de décollement. Si on veut parler maintenant des indications de cette thérapeutique, pour l'encadrer dans un premier temps, les premières indications qui vont nous intéresser sont finalement assez simples. On va se focaliser essentiellement sur les édentements unitaires encastrés dans le secteur antérieur, bien qu'aujourd'hui on ait des petites choses qui sortent de plus en plus sur les secteurs postérieurs. Mais on va dire qu'au quotidien et pour se lancer sur cette technique, on restera essentiellement sur le secteur antérieur dans un premier temps. Et il est tout à fait possible d'envisager une restauration en bridge collé à l'arcade mandibulaire. En ce qui concerne les limites, elles sont également là aussi assez simples. La première sera l'occlusion du patient, donc il faudra bien analyser l'occlusion du patient. Les patients qui vont présenter des parafonctions importantes, qui vont être bruxomanes, qui vont présenter un faible espace disponible finalement pour la mise en place de notre prothèse collée, vont assez rapidement mis de côté, ou du moins il faudra être capable de prendre en charge cela et de traiter cela avant d'indiquer la mise en place de notre bridge collé. Bien évidemment, les dents qui présenteront des surfaces d'appui, des surfaces de collage plus faibles seront mises de côté et les dents support qui peuvent présenter des parodontes largement affaiblis seront également écartées. Il y a également des contre-indications qui là pour le coup sont un peu plus rigides. On ne réalisera pas de bridge collé cantilever en cas d'édentement plural. Lorsqu'un diastème sera présent, il sera évidemment difficile d'utiliser la dent adjacente si un diastème doit être réalisé pour réaliser notre bridge collé. Et enfin, les prothèses conventionnelles ne sont pas réellement indiquées pour réaliser des restaurations en cantilever, surtout si elles sont dépulpées et encore plus s'il y a présence d'un tenon, parce que le taux de survie dans ce type de situation-là est drastiquement plus bas et les risques de fracture sont plus élevés. Nous allons maintenant voir l'initialisation clinique, finalement le protocole de mise en place de nos bridge collés. La première chose qu'on fera évidemment, ce sera d'analyser le cas clinique avant de démarrer. Donc on fera une analyse à l'échelle du visage, à l'échelle du sourire et également à l'échelle dento-gingivale. On fera également une analyse de l'occlusion de la patiente. Il ne faudra pas hésiter également à analyser les surfaces de collage qui seront disponibles. Lorsqu'on réalisera cette analyse, il sera possible éventuellement de réaliser des mock-ups de façon à prévisualiser le rendu esthétique, mais également de tester l'occlusion des futures restaurations. Une fois que tout cela est validé, eh bien, on va pouvoir démarrer finalement la mise en œuvre clinique à proprement parler. La première étape sera finalement de préparer le logement du pontique. On va essayer d'éviter d'avoir un effet posé sur la crête et on va essayer de plutôt à l'inverse lui donner l'illusion d'une émergence
de la dent à travers la gencive. Pour cela, on préparera un logement ovoïde au niveau de la gencive. On pourra assez facilement le réaliser avec une fraise boule ou une fraise obus ou encore avec un bistouri si on souhaite un peu plus précis ou dans les cas les plus simples, simplement le réaliser par compression en ajoutant du composite sur un pontique qui sera mis en place plus tard dans la bouche pour la temporisation. Une fois que cela est réalisé, finalement on obtient un logement de pontique qui est déjà dessiné et un façonnement de la crête de façon à justement tenir ce lit receveur. Dans certaines situations, avoir simplement cette optimisation de la crête ne sera pas suffisante si on souhaite avoir un résultat optimal d'un point de vue esthétique. Il n'est pas rare en effet de se retrouver avec des patients qui vont présenter des concavités vestibulaires, des déhiscences vestibulaires. Dans ces cas-là, en fonction de la situation clinique, un aménagement gingival pourra éventuellement être réalisé, soit à l'aide d'un lambeau roulé si on est dans une situation qui est une déhiscence qui est assez faible, ou si la déhiscence est assez marquée, il ne faudra pas hésiter à réaliser une greffe. Des choses doivent sortir prochainement dans la littérature à ce sujet. L'idée, c'est de retenir finalement qu'un arsenal assez riche est à notre disposition et qu'il sera possible de réaliser des aménagements gingivaux si nécessaire. Peu de choses sont publiées dans la littérature à ce sujet, mais on peut quand même observer que la littérature s'enrichit de plus en plus sur ce thème. Une fois que le logement de pontique sera dessiné sur la crête, eh bien, il faudra réaliser une temporisation. Deux grands types de temporisation sont disponibles pour cela. On pourra réaliser une gouttière avec une dent du commerce ou une dent en composite ou en résine. C'est un dispositif qui est assez simple, qui est assez confortable pour le patient. Cependant, à la mastication, si la temporisation doit être longue, eh bien, il y a une petite limite. Donc c'est un dispositif qui doit être privilégié peut-être sur les temporisations, je dirais, de court à moyen terme. Et l'autre moyen de temporisation qu'on va avoir seront les prothèses partielles amovibles, qui sont peut-être un petit peu moins confortables pour le patient, mais plus faciles à conserver lors de la mastication et qui sont plus stables à long terme. Les deux sont tout à fait envisageables. En fonction du cas clinique, eh bien, il faut savoir s'orienter vers le mode de temporisation qui nous semble être le plus optimal. Donc nous allons maintenant nous intéresser à la préparation. La première question qu'on se posera en ce qui concerne la préparation va finalement concerner le type de pilier. Lorsqu'il nous manquera une incisive centrale, on aura plutôt tendance à s'orienter vers la mise en place du bridge collé en servant d'appui sur l'autre incisive centrale. Alors cela pour plusieurs raisons. L'incisive latérale présente moins de surface de collage que l'incisive centrale collatérale. De plus, l'orientation de l'incisive permet d'avoir un meilleur positionnement du bridge en comparaison à la latérale qui est déjà un tout petit peu dans la courbe de l'arcade. Si on doit réhabiliter une incisive latérale, on aura à nouveau plutôt tendance à utiliser l'incisive centrale comme pilier. À nouveau, différentes raisons à cela. La canine est une dent qui est d'abord très sollicitée dans l'occlusion. Donc généralement, on va avoir moins d'espace disponible pour pouvoir réaliser une préparation amélaire et se retrouver avec une épaisseur suffisante pour notre bridge collé. Donc épaisseur qui doit être de 0,5 à 1 mm en fonction du matériau qu'on utilisera. La dent est également très sollicitée dans l'occlusion, donc on va avoir énormément de mouvements de sollicitation mécanique sur cette dent-là, lors de la mastication, lors de la phonation. Notre connexion va être un petit peu plus sollicitée, et puis la dent a une forme globuleuse, donc elle est un tout petit peu plus compliquée à préparer. Dernier élément, là encore, il s'agit d'une dent qui est complètement au niveau de la courbure de l'arcade, et donc du coup, la distribution des contraintes est un petit peu plus importante, on va avoir un peu plus de force délétère au niveau de notre bridge collé. Dernier cas, qui est pour le coup un peu réservé, on commence à clairement toucher les limites de l'indication du bridge collé cantilever, lorsqu'on souhaitera réaliser le remplacement d'une canine, et donc j'insiste beaucoup sur le fait qu'on est à la limite un petit peu de l'indication de cette technique, il faut s'assurer qu'au niveau de l'occlusion tout se passe très bien et qu'on n'a pas une grande sollicitation de la dent qu'on remplacera dans l'occlusion. Si on souhaite remplacer une canine par un bridge collé cantilever, on aura plutôt tendance à s'orienter vers l'utilisation de la prémolaire comme pilier. Là encore, la surface de collage est un peu plus importante en comparaison à une latérale. Et l'incisive latérale présente généralement des racines qui sont un petit peu plus faibles, etc., un peu plus courtes. Et donc la sollicitation qu'on va avoir mécanique sur la dent peut contraindre peut-être un peu plus de fragilité parodontale à long terme en comparaison avec une prémolaire.
Alors, lorsqu'on démarre la préparation, finalement, on va d'abord avoir quelques objectifs bien définis. On souhaitera avoir une préparation qui soit localisée essentiellement dans l'émail pour avoir des valeurs d'adhérence qui soient le plus optimales possible et le plus élevées possible. Notre préparation aura quand même pour objectif d'avoir une stabilisation de notre bridge collé. Et également, d'un point de vue purement mécanique, notre préparation doit nous permettre d'avoir un bridge collé qui, entre guillemets, fonctionne mécaniquement. Donc pour cela, il faut qu'un minimum d'épaisseur soit aménagé au niveau de la connexion, qui est la zone de rupture de notre bridge collé, et il faut que nos ailettes également puissent avoir une épaisseur minimum qui sera entre 0,5 et 1 mm en fonction du matériau qu'on utilisera. Alors plus schématiquement, la préparation sera réalisée simplement en démarrant par notre épaulement cervical, qui sera poursuivi par notre boîte proximale. Et ensuite, on terminera le tout en réalisant notre corniche occlusale. Il sera ensuite possible de réaliser une diminution de l'épaisseur avec notre fraise au but. On redessinera les contours avec la fraise boule qui nous permet de vraiment bien remarquer le contour de manière à avoir une limite très nette pour le prothésiste. On pourra ensuite réaliser les finitions en suivant la même séquence et en utilisant des fraises bague rouge. Donc on réalise notre épaulement qui sera poursuivi au niveau de la zone proximale et on termine avec notre corniche occlusale. Si nécessaire, un appui pourra être réalisé en faisant un macro-puits de stabilisation et on finira avec les fraises à polir de manière à avoir un état de surface le plus régulier, le plus lisse possible et lisible pour le prothésiste. En ce qui concerne l'assemblage, on va avoir deux grands types de céramiques qui vont nous être proposés, la zircone ou le disilicate de lithium. Par chance, ces deux céramiques proposent des avantages et inconvénients qui sont assez complémentaires finalement. Le disilicate de lithium présente des propriétés optiques qui sont très intéressantes et qui sont supérieures à la zircone, bien que la zircone ait progressé sur ce domaine. On va également avoir des performances au collage qui sont plus intéressantes avec le disilicate de lithium. En revanche, en ce qui concerne la résistance mécanique, elle sera plus élevée avec la zircone, ce qui peut permettre la mise en place d'épaisseurs de matériaux qui vont être un peu plus fins avec de la zircone, donc aux alentours de 0,5, alors que sur du disilicate de lithium, il sera nécessaire d'aménager des épaisseurs de préparation qui sont d'au moins 1 mm pour nos ailettes. Donc il faut garder ça à l'esprit, deux matériaux qui sont intéressants et qui finalement présentent des intérêts complémentaires. L'assemblage sera réalisé sous digue. Il y a une petite difficulté lorsqu'on réalise l'assemblage sous digue, c'est que au niveau du pontique, on peut avoir un effet un peu rebond. Et donc pour contourner cet effet rebond, il sera important d'utiliser des clés de stabilisation qui vont être réalisées par le laboratoire et qui vont nous permettre de mettre en place le bridge collé dans la position qui doit être la sienne avec un plaquage de l'ailette au moment du collage. En ce qui concerne le collage, eh bien, il va être intimement lié, bien entendu, au matériau qui sera employé. Pour la zircone, le protocole de collage est finalement très simple. On réalisera dans un premier temps un sablage à l'alumine de notre ailette. De manière à avoir un sablage le plus précis possible, il sera possible d'utiliser un marqueur ou un feutre pour colorier l'ailette. Et ensuite, lorsqu'on réalisera le sablage, eh bien, on pourra objectiver précisément les zones qui seront sablées. C'est un tips qui m'a été donné par le docteur Mathieu Contrepoix, à qui je fais un petit coucou. En ce qui concerne le collage, ma recommandation sera d'utiliser le Panavia 2.0 de Curaray. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec ce biomatériau. Je le recommande tout simplement parce que c'est la colle pour laquelle on a le meilleur recul dans la littérature. C'est celle qui est le mieux décrite pour l'assemblage de ce type de restauration en zircone. Et donc, du coup, on a un recul qui est maintenant de quasiment 20 ans là-dessus. On aura d'abord un conditionnement avec de l'acide fluorhydrique dans un premier temps, qui sera suivi après rinçage d'une mise en place d'acide orthophosphorique. Et ensuite, du silane sera appliqué sur l'ailette et chauffé doucement de manière à optimiser nos valeurs d'adhésion. Le matériau d'assemblage, encore une fois, devra consister à l'emploi d'un système adhésif et d'une colle composite. Je suggère aux praticiens de rester sur le protocole de collage qu'ils utilisent et avec lequel ils sont à l'aise. À titre personnel, j'utilise le petit bond FL de chez Care que je colle avec du Génial injectable de chez GC qui est microchargé.
Lors de notre protocole de collage, nous ferons en sorte de bien éliminer nos excès de colle. À la dépose de la digue, on se retrouve avec une prothèse qui est généralement bien intégrée au niveau esthétique pour le patient. Si on veut discuter un tout petit peu de la longévité de tout cela, il y a quand même pas mal de choses qui commencent à sortir maintenant dans la littérature, notamment cet article de Mathias Kern, sur lequel il est maintenant à quasiment 20 ans de recul sur les bridge collés cantilever, avec un taux de survie de 80%. À titre personnel, suite à un projet qui a été initié par Gilles Chirlet et Marco Gresnich, nous avons pu avoir la chance de réaliser une étude multicentrique, donc réalisée à la fois à Paris et aux Pays-Bas, en suivant un pool de bridge collés sur un peu plus de 3 ans, et les résultats ont été très satisfaisants. En résumé, ce qu'il finalement faut retenir, c'est que les bridge collés cantilever sont une réelle alternative à la mise en place de restauration implanto-portée dans le secteur antérieur, et la littérature vient enrichir ce point de vue et se densifie de plus en plus avec le temps. Il faut garder à l'esprit finalement que c'est une restauration qui permet assez simplement de répondre aux attentes de nos patients et qui peut rester en place pendant un long moment. Je vous remercie de votre attention, je remercie Comet de m'avoir invité pour pouvoir faire ce point avec vous et à très bientôt.